Comment tu fais pour vérifier ce que tu manges, si c'est cachère ou pas? Grâce à Dieu, je suis marié. J'ai une femme qui est extrêmement rigoureuse sur la cacheroute. Et donc, entre guillemets, je mange les yeux fermés. Pas mal. Je l'ai pas vu arriver celle-là. On m'a dit qu'un aveugle ne pouvait pas monter à la Torah. Est-ce que c'est vrai ça? Ou c'est une rumeur? Et c'est vrai. Et là, je dis, à partir d'aujourd'hui, je ne traite plus les femmes. Tu expliques qu'il y a un vrai problème de proximité, malgré que ça reste de la médecine. La proximité, elle est beaucoup trop forte entre un homme et une femme. C'est le kiné qui parle? C'est l'aveugle qui parle. Comment tu trouves le symbole aussi fort qu'un non-voyant aide des gens à voir mieux? Le rire, je dirais, du créateur qui dit « Pour ce bébé ou cette personne qui a des problèmes de vue, je vous envoie un aveugle. » Salut à tous et bienvenue sur Torah Box pour ce nouvel épisode de Panim El Panim. Aujourd'hui, on reçoit Avraham Sofer. Il est non-voyant, mais il n'a pas toujours été. À l'âge de 35 ans, il a reçu un ballon en plein visage qui va lui faire perdre la vue. Il vient aujourd'hui nous raconter ce tournant de vie. Comment on encaisse une telle nouvelle, comment on accepte, mais surtout comment on se relève. Et Avraham, il ne s'est pas juste relevé. Il est devenu l'un des kinés ostéos les plus réputés dans son domaine, notamment dans des traitements qui visent à améliorer la vue. Vous allez voir, son parcours est complètement fou. On va en profiter aussi pour casser les clichés. Il va nous raconter la vie d'un non-voyant au quotidien. Il m'a dit avant de venir, pose-moi toutes les questions, même celles que personne n'ose poser, pour y répondre sans filtre. Et merci encore d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur Torah Box. Aujourd'hui, sachez que vous êtes plus de 400 000 rien que sur les réseaux à nous suivre. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la page Torah Box, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Et si vous aimez ce format de Panim El Panim, pensez à liker cette vidéo. Sachez qu'on lit tous les commentaires, alors dites-nous en commentaire qui vous souhaitez voir la prochaine fois sur ce plateau. C'est parti tout de suite avec Avraham Sofer. Avraham, bienvenue sur Torah Box. Bonjour. On est super content de t'avoir ici. Je te tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Et surtout, la première fois que je t'ai vu, tu m'as interdit de te vous voyer, si je me souviens bien. Oui, absolument. Pour commencer, dans l'introduction, je t'ai présenté en tant que non-voyant. Je ne sais jamais le terme qu'il faut utiliser, non-voyant, aveugle. Appelons un chat, et en l'occurrence, un aveugle. C'est un aveugle. C'est Un aveugle, qui c'est un ne voit aveugle. pas, avec toutes les difficultés que ça comporte et les avantages que ça peut apporter éventuellement. Très bien. Avant qu'on rentre dans ton parcours de vie qui est vraiment incroyable, tu m'as dit que tu étais partant pour répondre à toutes les questions que les personnes se posent sur les personnes aveugles. Tout à fait. Dans quelques minutes, tu vas nous raconter ton histoire et aussi ton retour à la religion, ta tchouva. Mais juste avant, j'ai une autre question. Aujourd'hui, tu manges strictement cachère. J'aimerais savoir comment tu fais pour vérifier ce que tu manges, si c'est cachère ou pas. Nous, on regarde le tampon, etc., la liste. Comment tu fais? Est-ce qu'il y a des applications? Comment tu fais pour t'en sortir? Non, là, grâce à Dieu, je suis marié. J'ai une femme qui est extrêmement rigoureuse sur la cacheroute. Et donc, entre guillemets, je mange les yeux fermés. Pas mal. Je l'ai pas vu arriver celle-là. Voilà. Bien joué. J'ai entendu un truc un jour, je ne sais pas si c'est vrai. On m'a dit qu'un aveugle ne pouvait pas monter à la Torah. Est-ce que c'est vrai ça? Ou c'est une rumeur? Ah oui. Et une très bonne question. Et c'est vrai. J'étais à l'époque, au début, quand j'ai fait Tchouva, et qu'on ne me faisait pas monter, j'ai dit qu'est-ce que c'est cette discrimination? On n'a pas le droit de faire monter les aveugles, etc. etc. Puis après, on se radoucit, on commence un petit peu à étudier les halachot. Alors, c'est quoi la raison? Pourquoi on n'a pas le droit? On n'a pas le droit parce que, par exemple, en Turquie, avec le Rabbi Chaim Palaji alav Shalom, il faisait monter les aveugles. Là où je suis aujourd'hui avec le Rav Amar, le grand rabbin de Jérusalem. Le grand rabbin de Jérusalem, je prie tous les jours avec lui. J'ai eu ce mérite, grâce à Dieu, d'être dans sa Beth Knesset. Et dans la semaine, je ne monte pas. Je le reçois avec compréhension. Mais c'est quoi la raison? La raison, en général... Est-ce qu'on est obligé de voir ce qu'on lit, c'est ça en fait? Non, parce que le Shabbat, tu as le droit de monter. Alors c'est quoi la différence entre la semaine et le Il faut Shabbat? un mossif. D'accord, donc une Quand montée... il y a des mossifim, on te fait monter. On va le dire en français, une montée moussif, c'est une montée qu'on rajoute le Shabbat pour faire monter une personne exactement. supplémentaire. Et donc on peut faire monter un aveugle. Comme à Simchat Torah, par exemple, on peut monter tout le monde, même les aveugles. C'est-à-dire, donc on peut faire monter mais dans la semaine, pourquoi un aveugle ne monte pas? Il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie, tout simplement. Absolument, il faut qu'il voie. Et donc le Shabbat, on le fait monter parce qu'on va rajouter une montée qui est entre guillemets pas dans le compte de base, qui n'est pas dans les 7 montées principales Voilà, exactement. de la Torah. Très bien.
quand on est aveugle, est-ce qu'on peut faire du sport comme les autres? Ou est-ce qu'il y a des... Absolument, on peut faire du sport. Des exercices physiques déjà, c'est hyper simple. Moi, je le fais tous les jours. Hein. C'est le kiné qui parle ou... C'est l'aveugle qui parle. Non, on peut faire du sport, on peut faire des exercices physiques, il n'y a aucun problème. On peut faire de la course à pied, mais en étant accompagné. C'est-à-dire on peut mettre comme une corde, comme ça, attachée au poignet avec l'accompagnateur, et on peut courir sur le terrain. Il y a une question justement que beaucoup de gens se posent, et moi en premier, c'est quand on voit une personne non-voyante dans la rue qui va pour traverser, on ne sait jamais quoi faire. Est-ce qu'on doit aller l'aider, ou on a peur un peu de peut-être se faire jeter en disant « Attends, je suis quelqu'un d'indépendant, laisse-moi tranquille, pourquoi tu veux m'aider ?» Ou non, au contraire, cette personne-là, ça va l'aider à traverser la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis pour le fait de se faire aider. C'est hyper important parce que on peut se tromper. On peut virer d'angle et se retrouver à un carrefour au lieu d'arriver de l'autre côté du trottoir. Donc pour moi, personnellement, j'accepte avec volontiers une aide pour quelqu'un vient me demander si je veux être aidé pour traverser ou aller quelque part, je refuse jamais. Très bien, donc mais on saura la réponse grâce à toi, merci beaucoup. Une dernière question, et là on attaque ton histoire, même si j'ai beaucoup de questions, la vérité sur le sujet. J'aimerais savoir, aujourd'hui, tu vois quoi, entre guillemets, exactement? Parce que j'ai entendu qu'il y avait plusieurs types de cécité. Il y avait des gens qui ne voyaient pas du tout, d'autres qui voyaient la lumière, d'autres qui voyaient... des lumières ou des étincelles ou des trucs comme ça. Ben, moi, personnellement, étant donné que j'ai vu jusqu'à l'âge de 35 ans, donc je peux dire ce que je vois à l'intérieur de mes yeux, entre guillemets. Ben, c'est une couleur un peu, comment dire, tu vois la couleur du Coca-Cola? Ouais. Bon, éclairé. D'accord. C'est ce que je vois. C'est comme ça en permanence et on s'habitue, bon. Et puis, c'est ce que je vois, moi. Je peux le traduire parce que j'ai vu. Mais je pense qu'un aveugle de naissance sera incapable de dire quelle couleur ou si, je ne sais pas ce qu'il peut dire. D'accord, très bien. Alors, on va tout de suite revenir sur ton parcours depuis ce fameux jour où tu as perdu la vue. Mais juste avant cet incident, tu vivais une vie plutôt stable. Tu étais technicien dans une centrale nucléaire. C'est bien ça? Je travaillais dans un bureau d'études qui étudiait les installations des bâtiments nucléaires. Tu étais marié avec 3 enfants et puis il va y avoir ce jour où en jouant au foot, tu vas recevoir un ballon en plein visage. Je reçois un coup de ballon dans les yeux et là, décollement de rétine avec déchirure géante. Excuse-moi de la question, mais en fait, tu le reçois en pleine face, c'est-à-dire sur les 2 yeux en même temps? Non. Il y avait un œil qui était déjà été opéré. D'accord. Mais je voyais un petit peu. Ok. D'accord. Mais l'autre, je voyais normalement et j'avais un verre de contact dessus. Donc, et là, je prends en pleine figure vraiment le ballon qui m'explose la rétine. La rétine, parce qu'en fait, le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il met une pression sur l'œil, et donc le retour de la pression sur l'œil avec le liquide aqueux qu'il y a dans l'œil, en revenant, arrache la rétine. Wow. Quand j'ai pris le coup, c'était un samedi soir. D'accord. Bon, dimanche se passe, je voyais plus ou moins, mais bon, ça allait encore. Le lundi, je vais au travail, et puis à midi, vers midi comme ça, je regarde mon collègue et puis je le vois trouble. Tiens, c'est peut-être le verre de contact qui est sale. Alors je l'enlève, je le nettoie, je le remets. Ça reste toujours trouble. Et là, je commence un petit peu à paniquer. J'appelle l'ophtalmo que je connaissais à Paris. Et je lui dis voilà ce qui m'arrive. Il me dit c'est pas grave, c'est un corps flottant, je sais pas quoi, et ça va passer. Je voyais que ça allait de pire en pire. Et puis je le rappelle le soir, j'ai dit écoute, c'est de pire en pire. Il dit on vient demain à l'hosto, c'était à Saint-Antoine. Et là, je suis tout de suite reçu par le professeur qui regarde, il me dit allez hop, d'urgence à Lyon. Là-bas, il y a une sommité qui est spécialisé sur les rétines, tu vas te faire opérer là-bas. On n'a pas le temps de réfléchir, on y va.
Je me fais hospitaliser, je me fais opérer, 3 mois d'hospitalisation et après... Mais il se passe quoi pendant ces 3 mois? Tu le vois pendant Et après la première intervention, elle avait réussi. D'accord. Elle avait réussi. Je pouvais voir, je me rappelle, je pouvais voir le pull que je portais qui était multicolore, je pouvais voir l'heure à ma montre, même la marque de la montre. Donc ça allait bien. Et ça s'est dégradé ensuite, quoi. Après, ce qui s'est passé, la rétine n'a pas tenu. D'accord. Elle a redécollé. Et là, on m'a dit, écoutez, il faut réopérer. Ils ont réopéré, et là, j'ai fait hémorragie dans l'œil. D'accord. Et ça a duré comme ça quelques semaines, et au bout d'un moment, on m'a dit, écoutez, il n'y a plus rien à faire pour l'instant. Le coup de marteau sur la tête, quoi. Alors justement, comment tu reçois cette info dans ta tête? Est-ce que le cerveau il met du temps à l'accepter ou on comprend tout de suite? Sur le moment, c'était relativement dur. Je crois que même j'ai chialé. Tu réalises tout de suite que c'est fini pour toujours ou tu te dis il y a une chance que ça revienne? J'ai réalisé que c'est ce qui va se passer. Je vais devoir peut-être vivre avec ça. Donc là, tu rentres chez toi et donc aveugle, sans rentrer dans ta vie perso, tu m'as dit qu'on pouvait en parler rapidement. À ce moment-là, ça se passait pas très bien avec ton épouse et ça va finir par une séparation. Voilà. Donc en fait, en l'espace de très peu de temps, tu vas perdre deux choses, la vue et ton épouse. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Voilà. Et là, ça va être un peu le point de départ pour nous montrer un peu c'est quoi ta personnalité, qui tu es vraiment. À ce moment-là où n'importe qui pourrait se dire mais la vie est finie, quoi, j'ai tout perdu. Toi, tu vas faire une réflexion et je vais reciter une phrase que tu nous as dit. Tu as dit je fais une prière spontanée à Dieu. Tu nous diras après dans quel niveau de religion tu avais à ce moment-là. Mais tu vas faire une prière spontanée à Dieu et tu vas dire Dieu, regarde, je veux bien faire tchouva, revenir vers toi, mais toi, tu m'aides. Ouais. C'est bien ça? Exactement. C'était quoi ton niveau de religion à cette époque-là? Je viens d'une maison religieuse où mes parents Zichronam, les Bracha, étaient religieux. De Djerba, c'est ça? De Djerba, bien sûr. Et moi, j'étais élevé dans la religion, dans la cacheroute, les prières, etc. Bon. Mon premier mariage ne m'a pas permis de pouvoir appliquer la religion comme il se doit. Et c'était un petit peu avec des compromis. Et ça, c'est très dur. À un moment donné, je me suis retrouvé tout seul. Avec ma cécité, personne à la maison. Je lève les yeux au ciel et je dis, Ribono, Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Je vois pas, je reviens vers toi, mais tu m'aides. Je sais pas comment, mais tu m'aides. Et là, j'ai ressenti une sorte de force, d'une énergie qui me prenait par les épaules, qui me disait, vas-y, c'est tout. Je me suis senti renforcé. Mais quand je dis que j'allais faire tchouva, que j'allais faire un retour vers la religion, ah oui, je l'ai fait. Alors comment il s'est exprimé ce retour vers la religion? C'est quoi les principaux axes que tu as décidé de choisir? Premièrement, le respect du Shabbat, de respecter le Shabbat. Complètement. Ah oui, complètement. Ok. Ça a été par gradation, hein, c'est pas d'un seul coup je fais tout. Tout doucement, respect du Shabbat, la cacheroute, aller à la tfila, à la synagogue, c'était déjà autre chose. C'était un peu difficile. Pourquoi? Parce que là, il fallait que je subisse les expressions du visage de chacun, en voyant quelqu'un, en me voyant, moi, voyant à l'époque, et d'un seul coup, on me voit aveugle. Je peux imaginer l'expression du visage de chacun de mes amis que j'ai connus à la synagogue. Comment tu gères ça? Tu le prépares à l'avance en disant ils vont me voir comme ça, ils m'ont vu? C'est très très dur. C'est un travail interne énorme de se confronter à ces expressions. Et après tout, eh ben tant pis, je leur fais avaler la couleuvre. Ils me prennent comme je suis et puis c'est tout. Et je suis reçu avec beaucoup de respect, de kavod, vraiment de respect. Je sais que toi, tu fais une grande différence entre la bienveillance et la pitié. Je m'exprime. Ah ouais. On a demandé à un ami à toi, je ne sais pas si je peux nommer son nom, mais qui avait perdu sa femme qui habite à l'autre bout du pays.
Et il nous a raconté que quand il a perdu sa femme, bah, tout simplement, tu t'es déplacé à l'autre bout du pays pour venir faire ce qu'on appelle Nichum Avelim, consoler les endeuillés. Et quand il t'a vu, il t'a dit mais pourquoi t'es venu de toi? Je me serais contenté d'un seul appel. Et tu l'as dit mais je suis pas un handicapé. Je suis comme tout le monde. Je me souviens très bien, ouais, c'est ça. J'habitais à l'époque à Gdoumim, donc c'est dans les territoires, dans le Shomron. Et lui, il habitait à Bnei Brak. Et j'ai été le voir jusqu'à Bnei Brak chez lui. Ouais. Et donc quoi, ta façon de réagir en disant mais moi je suis comme tout le monde quoi. Si tu perds ta femme, je viens te voir pour te consoler. Je suis pas moins que les autres parce que je suis aveugle quoi. Absolument, ouais, je vois pas. Non, c'est vrai que dans l'esprit des gens, on a l'impression que le pauvre il va se fatiguer. C'est ça. Pauvre, il voit pas. S'il vient, c'est tout. C'est qui peut le faire. Et moi je peux le faire. Il n'y a aucun problème. Et je veux dire, c'est de savoir si on a la capacité de surmonter les obstacles et surtout de faire confiance à notre entourage. Ça, c'est le plus important. C'est vraiment une des règles fondamentales pour un aveugle ou pour un handicapé d'une façon générale, c'est l'entourage. C'est une période où je faisais 800 km par semaine. Ah ouais, c'est balèze. C'était Gdoumim, Haïfa, 2 fois par semaine. Gdoumim, Tel Aviv, où j'enseignais. Et Gdoumim, Ramat HaSharon, où je travaillais. Alors, on va revenir justement sur ta profession, mais juste avant, tu m'avais dit que au début de ta cécité, tu as eu du mal à accepter la canne blanche au début. Ah ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est une période, c'est un moment très dur. Vraiment très dur parce que là, c'est... C'est quoi? C'était une sorte de... C'était le rabaisser technique de dire, la vue, ciao. Ouais, c'est dur à accepter. Ouais. Maintenant, t'es aveugle, tu prends la canne parce que c'est comme ça. Mais alors, il faut savoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que prendre la canne, c'est accepter définitivement qu'on est aveugle, c'est ça? Mais le symbole. C'est le symbole, c'est ça? Aussi, le symbole. Pour moi, la canne blanche, c'est le symbole de l'aveugle. Mais je ne connaissais pas le potentiel de la canne. Qu'est-ce que je peux faire avec une canne? C'est pas simplement... Bon, d'accord, c'est vrai que ça prévient autrui dans la rue. Mais en même temps, si tu sais t'en servir, enfin, en particulier les aveugles qui savent se servir d'une canne, ça leur donne une certaine autonomie quand même qui est conséquente. C'est pas rien. D'accord. De pouvoir sortir, de pouvoir se balader. Moi, je me rappelle, à Paris, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'allais, je faisais les courses et tout, et je savais où j'allais. Et quand je faisais mes études de kiné, je prenais le métro, les correspondants, tout ça, tout seul, avec la canne. Il y a d'autres systèmes, parce que j'ai entendu qu'il y avait d'autres systèmes de montres qui sonnent, etc. Par exemple, quand on veut traverser... moi, je rentre pas dans ces trucs-là. Tu rentres pas dans ces trucs-là c'est trop... non, écoute, c'est simple. Bon, le chien, je voulais pas, parce que c'est une obligation. D'accord. C'est une responsabilité, je voulais pas. Et puis, en plus, en tant que Yehudi juif qui pratique, il y a un problème avec les prières, avec la synagogue, etc. Alors, pour éliminer ce problème-là, chien, pas chien, la canne, c'est le plus simple et le plus efficace pour moi. Comment tu vas réapprendre à vivre, si je peux utiliser ce terme-là, parce que tu m'as dit que tu as dû tout réapprendre jusqu'à repasser ton linge, cuisiner, etc. Réapprendre à vivre, mais sans la vue. Ça, je crois que c'est grâce au bénéfice d'un stage que j'avais fait dans une école de rééducation pour aveugles récents. Et dans ce centre-là, on nous apprend plein de choses. Le braille, la lecture, l'écriture, même écrire au stylo, enfin normalement, il y a des techniques aussi. Faire des tas de travaux, ménager, coudre, cuisiner, repasser, enfin vraiment ce qu'on appelle ça l'autonomie dans la vie journalière. Je peux me permettre une question ? Oui. Quand tu cuisines, comment tu fais pour cuisiner ? Par exemple, pour doser, pour voir si la viande du steak, elle est cuite. Est-ce qu'il faut la retourner ? À la fourchette. Comme j'appuie sur la fourchette. Écoute, je faisais des boulettes de tunisiennes. je les retournais. Et j'ai fait plein de trucs extraordinaires, incroyables, invraisemblables. Et j'imaginais pas que j'étais capable de faire ça. Déjà, bon, maîtriser la gazinière, c'est pas un problème. Les ustensiles doivent être
impérativement rangés de façon à ce que j'ai pas à chercher. D'accord. Donc c'est moi qui les range et moi je sais où se trouve le sucre, le café, les casseroles, les assiettes, etc., etc. Tout ça, c'est un rangement que moi j'organise. Et je ne supporte à aucune personne de ranger à son goût à elle. Parce que là, je suis complètement paumé. Et si quelqu'un veut m'aider, je lui dis, écoute, ça vient là, ça c'est la place, cet ustensile, cette place c'est ici, et ici, etc. Et là, je retrouve mes billes. Je vais pas faire le lourd en insistant, mais comment tu fais pour doser? Quand par exemple, tu sais que, on va reparler après, tu cuisines très bien. Et comment tu fais par exemple pour doser telle quantité de farine, telle quantité de sucre, etc., telle quantité d'huile? Je crois que là, je dis pas, c'est à vue d'œil, je vais dire à vue de nez. Non, écoute, c'est pas compliqué. Il y a 2 semaines, j'ai fait les boulettes. Ah ouais? Ma fille, qui est enceinte, grâce à Dieu, bientôt, Bezrat Hashem, elle va accoucher. Elle me dit, papa, on vient Shabbat chez toi, on veut des boulettes tunisiennes. J'ai dit, ok. Et bien voilà. Rappelle-moi de te prévenir la prochaine fois que je viens sur Jérusalem pour les goûter aussi. Avec plaisir, avec plaisir. Tu me préviens avant, je te les fais, il n'y a aucun problème. Si j'étais voyant, j'aurais dit, c'est à vue d'œil. À vue d'œil, ouais. Et moi, c'est... Oh, tu remplis un verre, tu l'as, ouais, c'est ça, ouais, je sais qu'il faut tant de trucs, tant d'épices, tant d'herbes, etc., etc. On va t'apprendre évidemment donc à tout faire et on va te dire demain on fait pétanque. On va t'apprendre à jouer à la pétanque. Ça, c'est rigolo. Et toi tu dis mais si vous moquez de moi, comment je vais jouer à la pétanque? Non, et on t'a appris à jouer à la pétanque. Non, c'est. Mais comment ça marche donc? C'est quoi? C'est très simple. En fait, c'est très simple. Hein. Mais c'est vrai que au début, quand j'étais dans ce centre de rééducation, le rééducateur il me dit bon, écoute Abraham, aujourd'hui cette matinée, on va faire une partie de pétanque. Alors j'ai dit vous foutez de moi ou quoi? J'ai dit comment je vais pouvoir voir? Il me dit tu vas, viens, on va sur le terrain et tu verras. Pour ceux qui connaissent le jeu de pétanque, il y a le cochonnet, c'est une boule en bois, et il y a les boules de pétanque, à proprement dites. Donc, on arrive sur le terrain, il me donne le cochonnet dans la main, et 2 boules de pétanque. Il me dit, non, jette le cochonnet. Loin. Ok, je jette le cochonnet, et j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais même pas où il est. Il me dit, bah, attends, tu vas voir, tu vas savoir. Alors le rééducateur, il se met debout derrière le cochonnet. Et il parle. Et il frappe des mains. Ah, il frappe des mains. Il frappe des mains, pas la voix. La voix, elle est diffuse. Le claquement des mains est beaucoup plus précis. D'accord. Et en claquant des mains, il me dit, maintenant, jette ta boule là où tu entends mes mains, le claquement des mains. Il n'a pas peur que tu... il est vite, hein, il voit. Hein. Donc, j'envoie les boules et écoute, j'ai même pu faire des carreaux. D'accord. Alors, tu vois, pour les spécialistes. Ah ouais, non, c'était extra. Et de là, tu vas lui faire une surenchère. Attends, de cette partie-là, de pétanque, j'ai dit, si c'est ça, je peux aussi faire de la photo. Et là, c'est lui qui va pas y croire. Alors, il m'a dit, arrête. Il m'a dit, bon, demain, je t'apporte un appareil de photo, tu sais, avec développement instantané, pour ne pas donner la marque à l'époque. D'accord. Et il apporte. Le lendemain, il apporte l'appareil de photo avec développement instantané. Donc, il me le donne, il me dit, allez, vas-y, alors comment on fait? Je dis, maintenant, tu parles. On est dans une salle comme ça, il parle comme toi, de toi à moi, et j'appuie sur l'appareil, il était cadré, impeccable. Mais ça va pas s'arrêter là. C'est pas juste une photo d'un Polaroid. Ça va aller beaucoup plus loin. Ah, ça va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Après, toi, tu vas aller beaucoup plus loin dans cette aventure-là. C'est dommage que j'ai pas développé là-dessus parce que c'était vraiment, il y avait des photos extraordinaires. J'ai fait, à un moment donné, j'étais dans la rue comme ça et je me fais aborder par un journaliste. Et c'est drôle. Il m'approche, il me dit, monsieur, je peux vous poser une question? Je lui dis oui. Il me dit, ça vous dit quelque chose, non-voyant et la photo? Je lui dis, ben, je fais de la photo. Il dit, c'est vrai? Il me dit oui. Je dis oui. Alors, on a organisé un petit truc, un petit reportage, et c'était sur Arte. Clic-clac, sans voir.
À partir de là, il y a eu d'autres journalistes qui sont venus me voir. Et là, par contre, là, ça a été un film de 26 minutes. Très, très beau, vraiment magnifique. Et j'ai pris des photos, ce que j'entendais, ce que je sentais, ce que je touchais. Il y avait une photo qui était assez extraordinaire, c'était la géode. Moi, je ne savais pas qu'il y avait la géode. Et à la périphérie de la géode, il y a une musique qui circule et qui fait un arc de cercle. De droite à gauche, gauche-droite. Et moi, j'ai dit, tiens, je vais photographier la musique. Tu vois un petit peu les... Ah, c'est marrant, ça. Ah ouais, c'est l'imagination d'un aveugle. Ouais. J'ai dit, je vais photographier la musique. Le reporter, il vient me voir, il me dit, Abraham, tu sais ce que tu as photographié là? J'ai dit, la musique. Il me dit, non, c'est la géode. La géode. Et alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire sur cette géode-là, c'était au moment du coucher de soleil. Et la géode, tu sais, c'est des miroirs. Ouais. C'est fait de plusieurs miroirs. Et au centre de chaque miroir, tu avais le coucher du soleil. Très belle photo. Tu vas faire des études pour devenir kiné. Donc, tu vas devoir d'abord passer une équivalence du bac pour devenir kiné. Oui. Tu vas trouver la force d'étudier dans des conditions un peu compliquées, sans pouvoir lire des livres. Tu vas apprendre tout en audio. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu vas finir premier de ta promo. Incroyable, ça. Sans lire. C'était tout en audio. Hein. Il fallait les 4 matières principales. C'est pas mal, quand même. Bac D, c'était biologie, physique, chimie, littérature. Et effectivement, au début de l'année, j'étais la roue de secours. Ouais. Et après... Et à la fin, tu finis premier de promo. Premier de la promotion. Et c'était aussi une très belle année parce que c'était aussi l'année de mon mariage, mon deuxième mariage. C'est ça. Donc, tu vas rencontrer ta femme lors d'une exposition. L'apothéose. Ouais. Donc, c'est l'année extraordinaire. Donc, tu vas avoir ton diplôme de kiné. Tu vas rencontrer ta femme. Ouais. Et donc, tu deviens kiné ostéo. Non, kiné d'abord. Kiné d'abord. Et ensuite, on fait des études pour être ostéo. D'accord. Donc, tu as les 2 diplômes. Voilà. Et tu vas ouvrir ton cabinet avec un certain succès. Absolument. Et là, ta femme vient te voir et te dit écoute, tu m'as promis qu'on allait vivre en Israël, donc on doit partir. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est absolument. Quand j'ai connu ma femme, je lui ai dit écoute, un de mes projets chers en mon cœur, c'est de faire mon alia, de partir en Israël. Mais j'étais bien en France, hein, j'avais aucun problème. Travailler, gagner bien ma vie, et tout, hein. Il n'y a aucun problème. Comment les gens ils arrivent vers toi? C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont surpris de te voir aveugle ou ils sont au courant? C'est une réputation? Ils sont au courant. On va expliquer après vraiment ton travail de kiné, à quel point il est pointu, il est tu as été spécialiste dans certains domaines. Il y en a certains qui recherchent même. C'est ça, exactement, ouais. Ça, on va revenir dessus après sur ces spécialités que tu as. Et donc ta femme te dit on va en Israël. Et donc tu dis à ta femme Banco, vous partez en Israël, vous atterrissez à Ra'anana au Merkaz Klita là-bas. Eh bien, c'était premier soir de Hanouka. Premier soir de Hanouka. Première bougie de Hanouka, donc 2 mitzvot. Pour ceux qui suivent, il y a un grand lien avec Hanouka. Ah ouais, non. Dans tout le monde de l'interview, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Ah ouais, donc, je perds la vue à Hanouka. Je fais mon alia, premier soir de mon alia, on allume la première bougie de Hanouka. D'accord? Et donc c'était à Ra'anana. Et puis après, on est resté à peu près un an et demi là-bas. Et après, de Ra'anana, on a vu que c'était pas tellement pour nous, sur le plan religieux. On voulait quelque chose d'un peu plus soutenu sur le plan religieux. Et ma femme a eu l'occasion de connaître quelqu'un dans un shiur d'une rabbinite et qui nous avait demandé venez nous voir à Gdoumim, dans le Shomron. On a été là-bas. Et là, si je peux me permettre, dans cette période de ta vie où on pourrait se dire bon bah voilà, tout s'est remis en place, t'as tout reconstruit, t'as tout réappris, il va y avoir une nouvelle terrible qui va tomber à ce moment-là et tu vas apprendre que tu es atteint d'une tumeur de la maladie à ce moment-là. Le médecin me dit, écoute, je t'hospitalise. Et là, je me fais opérer à Kfar Saba. Et j'avais donc une tumeur au côlon. À ce moment de ta vie où tu pourrais enfin te plaindre, tu décides de
pas te plaindre. Mais jusque-là, je me plains pas du tout. C'est ça, tu t'es jamais plaint jusqu'à maintenant. Ni pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai quelque chose, une difficulté. Comment je vais braver cette difficulté. Comment je vais surmonter cette difficulté. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir. Parce que c'était ça mon but principal. Je n'étais pas en train de penser et pourquoi et moi. Non. Tu as vraiment compris comment ça marchait. D'abord, comment je m'en sors. Donc, il y avait forcément l'intervention chirurgicale. Elle s'est bien passée. Mais on me demandait aussi de faire... un traitement. Un traitement chimio. Je me retrouve devant l'oncologue après. Il m'annonce un programme foudroyant. J'étais estomaqué. Mais attends, les produits qu'il allait me donner vont me faire perdre le toucher. Des pieds, des mains, enfin vraiment un programme effrayant. J'ai dit, je ne peux pas supporter ça. Je me suis orienté vers l'homéopathie. J'ai traîné comme ça pendant 1 an et demi. Et ça n'a rien fait du tout, je dois le dire. Et par contre, une nouvelle tumeur s'est réorganisée dans mon ventre. D'accord. Et là, par contre, elle était assez farouche. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Tu dis pas le sort s'acharne? Tu sais, je veux dire, tu es dans une sorte de réflexion où tu te dis pas qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va m'arriver. Non, c'est toujours comment je vais m'en sortir. Et là, bien sûr, toujours Emouna. Tout ce que Dieu décide, je le prends béava, avec amour. Toujours, mais vraiment toujours. Après la première intervention, après la première tumeur, là j'ai fait mon examen de conscience. Là je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Là j'étais obligé de me poser la question. On dit attends, c'est pas un truc qui m'arrive comme ça, simple. Une tumeur colorectale, c'est pas évident. Donc, je me pose la question, examen de conscience, je fais le tour de la question, la famille, la cacheroute, Tarat Mishpacha, les enfants, l'éducation, la Torah. En gros, tu dis, qu'est-ce que je fais de mal dans ma vie? Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? C'est ça, qui n'est pas bien pour... pas acceptable. Et là, je me rends compte, j'arrive au niveau de mon travail, et là, je me dis, à partir d'aujourd'hui, je traite plus les femmes. Pas parce que je suis misogyne, attention, hein. C'est parce que tout simplement, dans mon métier, c'est une médecine de confort, il faut le dire. La kiné, l'ostéopathie, c'est une médecine de confort. Il n'y a rien d'urgent. C'est remettre quelqu'un sur pied. C'est lui redonner la fonction du bras, de l'épaule, du pied, du genou, etc., etc. Et c'est un contact massif. Tu travailles pas avec des gants où tu fais des prières. Donc il y a un contact direct avec la personne que tu soignes. Ouais. Voilà. Et donc, et ça n'empêchait pas pendant cette période où j'ai commencé à faire ma sélection et de dire à partir de là j'arrête parce que je traitais tout le monde. Mais qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui diront mais tu faisais que exercer ton métier? Même si c'est une médecine de confort, ça reste de la médecine. Tu es confronté à des gens, je veux dire à la limite, qui te font des propositions, qui te séduction, etc. Tu peux pas. Comment tu peux résister? Bon, Baruch Hashem, j'ai jamais déraillé, jamais déraillé. Mais c'était pénible. Et quand j'ai décidé... En fait, tu expliques qu'il y a un vrai problème de proximité, malgré que ça reste de la médecine. La proximité, elle est beaucoup trop forte entre un homme et une femme. Je soignais tout le monde, les gens religieux, pas religieux, etc. Alors t'imagines un instant, qu'est-ce que ça peut être? Moi, je dis honnêtement, c'est des métiers à risque. Mais comment tu fais pour prendre cette décision quand 80% de ta clientèle, entre guillemets, c'est des femmes? Eh ben voilà, c'est là où on fait intervenir la Emouna. La foi. Et là, je dis à Kadoru, à partir de là, je m'occupe des messieurs
et des enfants et des nourrissons. Et puis bon, bien sûr, avec la faiblesse des interventions que j'ai subies, j'ai éliminé les adultes parce que c'était très lourd et je me suis orienté que sur les nourrissons et les enfants. Et là, par contre, c'était vraiment mon domaine. Je prends un mot en hébreu, c'est le mot ish. Ish qui veut dire homme. Et si on prend les lettres que constitue le mot ish, c'est Aleph, Yud, Shin. En hébreu, on dit En Shum Yehush. Il n'y a pas de désespéré ou de désespoir. Il faut relever la tête. T'es descendu en bas, tu ne peux que remonter. Tu peux que remonter. Ouais. Tu ne peux que remonter. T'es un peu Breslev ou pas? Non, pas du tout. C'est une chanson connue. C'est une chanson connue de Breslev. Non, c'est un message qui est souvent rapporté chez les Breslev. Je dis ça pour te charrier un petit peu. Dans le Talmud, on parle de le tzaddik qui tombe, il remonte. Bon, je suis pas peut-être un tzaddik, mais je me considère comme quelqu'un qui... Mais t'as compris comment ça marchait, quoi. Voilà, et c'est tout. Et donc, pour moi, le désespoir, pour moi, ça n'existe pas. Parce que, comme tu as voulu me le rappeler, la deuxième intervention qui était effrayante, où certains médecins de l'hôpital de Kfar Saba m'avaient condamné. Voilà, je l'ai pas dit ça, mais c'était assez fort. Il disait à ta femme, mettez-le à l'hospice. Voilà, mettez-le à l'hospice. Emmenez-le dans un hospice, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Et puis par relation, j'ai eu l'occasion d'avoir un rendez-vous avec un grand professeur à Tel HaShomer. Je veux dire son nom parce que il est vraiment extraordinaire. Il s'appelle le professeur Nissan à Tel HaShomer. Professeur Nissan de Tel HaShomer. Voilà. Et lui, il a vu mon cas. Il avait le CT de mes systèmes digestifs. Il la regarde par 3 fois et puis il me dit, écoute, Avraham, c'est compliqué, mais je te prends en charge. Bezrat Hashem. Et là, écoute, très grosse opération, très grosse opération, où j'étais obligé d'abandonner tout. Mon cabinet, je rends les clés au propriétaire, etc., etc. Et là, voilà, convalescence. Et puis j'en ai marre, je peux plus rester. 1 mois, 2 mois. Alors je dis à ma femme, écoute, j'en peux plus. Je peux pas rester comme ça tout le temps à la maison. J'ai besoin de bouger. Et là, j'ai eu l'occasion de faire un remplacement à Bnei Brak, de Kdoumim, encore une fois. Aller à Bnei Brak pour faire les remplacements dans un cabinet d'un copain. Les matinées. Les matinées où j'avais pas de chimio. Et j'ai commencé à traiter les enfants. Les bébés. Et donc ça va matcher tout de suite avec les enfants. D'ailleurs, tu vas devenir un spécialiste. Moi, je t'ai vu en consultation avec un bébé. C'est extraordinaire ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous expliquer les cas complexes aussi et puis les spécialités que tu as développées dans ce domaine-là avec les enfants? Ok. Notamment celui de la vue, quoi. Voilà. Donc, quand je dis la vue, c'est les problèmes externes de la vue. J'entends bien. Hein. Je soigne pas la myopie, je soigne pas une cécité liée à un déficit rétinien, par exemple, ou à une atteinte du nerf optique. Ça, non. Mais par contre, s'il y a un obstacle, oui. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'avoir des bébés de l'âge de 2 mois, 3, qui n'arrivaient pas à suivre, qui ne voyaient pas, en fait. Hein. Alors, si c'est un obstacle, il y a des techniques pour débloquer et réactiver la circulation, et ça a marché, pour certains, et c'est formidable. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un garçonnet de 2 ans pour des problèmes d'appétit, par exemple, et la mère, elle me dit, tu sais... il y a 2 mois, quand il avait 2 mois, il était chez toi. J'ai dit, ah bon, et c'était quoi? Il me dit, c'était des problèmes de vue, il voyait pas. Et je dis, maintenant, comment il est, là? Il me dit, 10-10. Alors c'est là, beau. J'étais ému. J'avoue, j'étais ému. Et est-ce que le fait que tu ne vois pas, tu as développé un sens du toucher qui est beaucoup plus affiné? Automatique. Ouais. Oui, chez les aveugles, c'est automatique. Il faut voir. Un aveugle, quand il Et c'est quoi, c'est ce qui fait la différence alors? C'est ce qui va te rendre plus fort, entre guillemets, dans ce... Non, il y a d'abord les études, il y a la pratique, évidemment, il y a la connaissance, l'expérience, il y a l'anatomie, il y a tout ça, et la pathophysiologie, tout ça, il faut la connaître. Tu peux pas mettre tes mains, voilà. Bon, alors, les trucs très courants, c'est les strabismes.
divergents ou convergents. Beaucoup de jeunes garçons ou d'enfants atteints de strabisme, ben c'est extraordinaire, ça marche très bien. Mais je ne parle pas des nystagmus neurologiques, attention. Hein. C'est-à-dire que toi, tu es là pour, s'il y a un obstacle, pour enlever l'obstacle. Voilà. Dès que l'obstacle est levé, la fonction revient pleinement. On a dû te poser la question plusieurs fois, mais comment tu trouves le symbole aussi fort qu'un non-voyant aide des gens à voir mieux? Ça fait un slogan, mais c'est une réalité en fait quotidienne chez toi. Ça, c'est le paradoxe, je dirais, le paradoxe. Ou c'est disons, le rire, je dirais, du créateur qui dit pour ce bébé ou cette personne qui a des problèmes de vue, je vous envoie un aveugle. Tu as beaucoup d'autodérision, je le remarque, parce qu'on en a parlé beaucoup en préparant cette émission. Tu as beaucoup d'autodérision sur la situation, le fait que tu ne vois pas. Souvent, t'en ris, quoi. Ah oui, j'en ris bien. J'en mets plein la vue. Hein. Alors, tu sais, il y a des situations très... Tu sais, quand on a un handicap, il y a des choses très, très, très sympathiques qui se passent. Un jour, je me rappelle, j'étais encore à Paris et j'étais animateur à Radio J. D'accord. Et on avait reçu, c'était une émission sur les handicapés. Et un jour, je reçois en interview, parce que j'interviewais, une personne, Dieu préserve, qui a pas subi un accident, elle a été sectionnée des 2 jambes. Ok. Bon. Une pêche incroyable. Tellement, je lui dis, moi, toi, t'as pas un peu les chevilles qui gonflent? Et d'un seul coup, je mets la main sur la voix. Oh, t'as pas fait exprès, en fait. T'avais fait exprès. Elle a éclaté de... Mais t'avais fait exprès de dire ça, non? Non, c'est sorti comme ça. Elle me dit, mais c'est comme ça, Abraham, voilà. Tu as bien vu le truc. C'est vrai, ça. Et entre guillemets, avec le public, il faut pas dire, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, il faut dire. Il faut dire. Il faut pas changer son langage, hein. On parle normalement. C'est vrai. Aveugle, hein. Moi, je l'ai appris à 25 ans, quand mon premier patron, il y avait un employé il y avait un client qui venait souvent au magasin, et il était sur une chaise roulante, et puis de temps en temps il venait, et puis il lui envoyait une petite vanne sur tiens, t'as changé les nouvelles roues, t'as les nouvelles roues, etc. Et moi j'avais un peu honte, je lui dis mais c'est honteux, le pauvre déjà il est handicapé et tu le charries. Il me dit non, je le considère comme les autres, n'importe qui rentre, je lui envoie une petite chariade pour l'accueillir d'une belle manière. Bah lui il est comme les autres, et au contraire c'est ça qu'il a besoin. Non, mais des fois, il va être considéré comme les autres, quoi. Ouais. Non, il y a des situations très 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 rigolotes, où t'as des gens qui disent parle plus fort, il est aveugle. C'est des trucs comme ça, c'est très rigolo. Je voulais dire juste encore un petit mot sur les soins que tu donnes. J'ai entendu l'histoire d'un enfant autiste qui était venu de Londres, que tu avais soigné, parce que tu soignes aussi les enfants autistes. Autistes, ouais. Et bon, pas les autistes cognés, hein. Des autistes qui déjà parlent quand même, hein. D'accord. Plus ou moins. Et c'est quoi le travail que tu fais sur eux, alors? Crânien. Alors vraiment crânien, parce qu'on sait que c'est-à-dire que l'autisme, c'est lié, d'après l'ostéopathie, d'après les auteurs des ouvrages ostéopathiques, estiment que l'ostéopathie, l'autisme est lié à, je vais rentrer dans un terme technique, hein, à un dysfonctionnement de la sphénobasilaire. La sphénobasilaire, c'est un os qu'on appelle le sphénoïde, qui est intracrânien, un os très important, qui est relié à l'occiput, à l'intérieur du crâne. D'accord? Et il y a une mauvaise, il y a une dysfonction, enfin pas une dysfonction, le contact n'est pas très bien établi. Ok. Et alors, on essaye, par l'intermédiaire des manipulations crâniennes, d'accord? Manuel, à rééquilibrer cette fonction sphénobasilaire. Et en concret, ça lui fait quoi à l'enfant? C'est quoi? Ça le calme déjà. Ça le calme. Déjà, ça le calme. Et d'ailleurs, je me rappelle du cas dont tu as parlé. J'ai traité ce cas-là. Il était impossible à traiter au début. C'est ça, il tenait pas sur place. Il était couché sur lui pour le tenir. D'accord. Et c'est vrai que c'est des enfants très difficiles à traiter. Il faut les tenir. Et donc, j'ai essayé tant bien que mal de le traiter. Et une semaine après, ils sont revenus, m'ont dit, écoute, Abraham, il y a des résultats. Il est beaucoup plus calme, il commence à communiquer. Et ils ont voulu un deuxième cas et un deuxième traitement.
J'ai fait un deuxième traitement, et puis bon, maintenant, j'en sais rien. Ils sont partis à Londres, et je leur ai dit, bah, écoutez, continuez l'ostéopathie à Londres. Il y a de bonnes écoles là-bas, voilà. Et donc, pour pas mal de cas, on peut traiter. C'est ça, il y a plein de cas, tu nous as raconté, il y a plein de cas encore, même des enfants trisomiques, des enfants qui ont du mal à marcher. Pour le public qui veut savoir les problèmes d'énurésie. Énurésie, c'est pipi au lit. Ça marche très bien. Les problèmes de concentration, l'acuité visuelle. Les enfants de l'âge d'un an et demi qui ne marchent pas encore, on arrive à débloquer ces problèmes-là. Et ça marche très très bien. Il y a eu des cas vraiment Alors il y a aussi un truc qui marche très très bien, c'est la parole ou les dysplagies qu'il peut y avoir au niveau de la parole, etc. On traite ces problèmes-là et ça marche très très bien. Il y a eu des cas d'enfants 4 ans et demi qui ne parlaient pas, qui comprenaient tout. Et donc avec de l'ostéo en manipulation crânienne, ostéopathique, tu débloques ça. Au bout de quelques séances, et tu reconnais plus l'enfant. C'est impressionnant. Ah oui, c'est vraiment impressionnant, vraiment. Magnifique. Avram, malheureusement, on arrive déjà sur la fin de l'émission. Mais avant de finir, j'aimerais qu'on parle de ton quotidien. Est-ce que c'est vrai que tes journées commencent à 3 heures du matin? Oui. Oui. Écoute, oui, tous les matins, pour moi, c'est... donc, je me lève à 3 heures du matin, avant que le réveil sonne, parce que j'ai quand même une limite. La limite, c'est 3h45. 3h45, c'est le réveil qui sonne et là, je décolle. Et donc, tu fais quoi à 3h du matin? Alors, 3h du matin, bon, je fais mes ablutions, je fais Birkot HaShachar, Tikkun Chatzot, d'accord. Ensuite, beaucoup de Pirkei Tehillim. Comment tu fais les Tehillim? En braille. En braille. J'ai mon livre en braille, je lis Pirkei Tehillim. Que ce soit des prières ou des Tehillim ou de l'étude? Je prends tout par cœur. D'accord. Mais grâce au bouquin braille, je lis les Ktoret tous les matins. Ensuite, j'écoute des shiurim. D'accord, à la radio. Torah Box aussi. Ça m'arrive aussi, Torah Box, d'écouter des shiurim sur un sujet bien précis. Et les cours de Torah en général que tu écoutes sur Torah Box? C'est surtout sur, par exemple, les fêtes. Parashat Shavua, tout. En général, je regarde tout. C'est facile d'accès quand on ne voit pas pour aller sur un site internet et écouter des cours, comme Torah Box par exemple? J'ai un téléphone, qui me permet de rentrer directement sur YouTube et avec des boutons, je compose ce que je veux voir, tac, direct. Très bien. Et jusqu'à 5h du matin, je me prépare, ma douche, etc., je m'habille, etc. Et puis, je suis prêt à partir à la tefila qui démarre à 6h30. Avec le Rav Amar. Voilà. Retour à la maison, la Chavruta, elle vient, j'ai une Chavruta qui vient, on étudie Masechet Shabbat, et à 10h, je commence mon boulot. Justement, j'avais une question, on m'a dit que tu as étudié la Masechet Eruvin. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le traité Eruvin, c'est un des plus difficiles du Talmud, et en tout cas, quand on l'étudie, il faut absolument regarder des images pour comprendre les cas. Comme je me suis battu avec le Maguide de Daf Yomi là-dessus. Alors, comment t'as géré? Je t'assure, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas remis encore de... Je l'ai mis en difficulté en permanence. D'accord. Et après, on prenait des bouquins, on les plaçait debout comme ça, pour les korottes et pour les chi, etc. Comment tu mets, c'est quoi ceci, c'est quoi cela? C'est vrai que c'est extrêmement difficile à imaginer. Mais t'as pas abandonné? Mais après, non, j'ai pas lâché, non. Et puis après, bravo. Les macérettes, bon, j'ai fait 3 fois le chasse avec le Maguide. Extraordinaire. Bon, tu vas me dire combien je retiens, c'est très difficile. Quand on fait Daf Yomi, on peut pas retenir grand. Mais t'es connecté chaque jour avec le... Mais bon, écoute, la Neshama, elle a sa dose. Franchement, bravo. On peut que prendre exemple sur ce que tu fais. J'aimerais revenir pour finir sur une phrase que tu as dit un jour. Tu as dit, quand je suis devenu aveugle, j'ai commencé à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. C'est une phrase qui en dit long. Comment tu définis ce regard plus vrai envers les gens? Et quand on perd la vue, on perd effectivement, on perd l'image externe.
en tous les cas, l'image du voyant. Et on se retrouve avec une lumière interne. Une lumière interne. Et cette lumière interne, elle nous enseigne d'analyser chaque individu qui nous aborde. Au dire de 2 ou 3 mots, on est déjà censé savoir en face de qui on se trouve. Est-ce que c'est une relation éphémère ou c'est une relation qui peut être intéressante? C'est tout. Et là, on se trompe pas. On se trompe pas. Justement, en parlant de ça, le fait que tu es totalement déconnecté des réseaux sociaux, par exemple, est-ce que ça fait une vraie différence dans ta façon de vivre et de voir les relations humaines? C'est aujourd'hui avec les réseaux, on a l'impression on appelle ça des amis virtuels, etc. Tout ce cinéma, tout ce système-là. Non, je rentre pas dans ces trucs-là, moi. Tant mieux. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça donne une relation donc plus vraie avec ceux que tu rencontres. Moi, c'est quand tu vois une personne, appel entrant, appel sortant, des petits messages à droite à gauche. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne, tu sais pas comment elle est habillée, tu vas pas la juger selon sa façon de s'habiller. Non, mais tu vas plus voir directement si c'est une bonne personne, son intérieur. Exactement. Déjà son intériorité. Et alors, il y a par contre quelque chose que ça m'est personnel, hein, je dis bien. Chaque voix se dessine en moi automatiquement un visage qui se transpose sur la voix. D'accord. C'est un peu comme Rohim et Takoloth. On a vu les voix. On a vu les voix. Quand une personne m'appelle que je connais, il y a toujours le même visage qui transparaît dans ma mémoire, dans ma tête, et je sais que c'est lui. C'est incroyable. Tous, toi aussi. Je me fais. Ne me demande pas comment tu me vois. Ouais. Je sais pas. J'oserais pas te poser la question. La seule chose qui nous manque, nous, les aveugles, nos voyants, hein, c'est l'expression visuelle. C'est le truc le plus difficile à imaginer. C'est très difficile. Je peux toucher un visage. Ouais. Je prends mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, d'accord? Je touche leur visage. Bon, ils sont mignons, c'est extra. Bon, il est bien fait, etc., équilibré, etc. Mais son regard, c'est ce qui nous manque énormément. Alors, qu'est-ce que je fais? Je demande à ma femme, je lui dis, à quoi il ressemble? Il me dit, est-ce que tu te rappelles d'un tel ou d'un tel? Il a une ressemblance à ça ou ça ou ça. Voilà comment j'arrive à imaginer, plus ou moins, les personnes. C'est beau. Mais sinon, j'ai ma vision interne qui m'est propre à moi, que je ne peux pas transmettre. Je ne peux pas la transmettre. Elle est à moi. Et elle est toujours fidèle à la voix que je reçois. Quand je parle avec le Rav Amar, il a son visage qui m'est propre. Ou un tel. Voilà. Et ça, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. Et c'est très équilibrant, hein, très équilibrant. Abraham, on a gardé le meilleur pour la fin. Il nous reste 2 minutes chrono. Je vais t'aider à sortir ce qu'on appelle un qanun. Le qanun, c'est un instrument de musique à 78 cordes que tu as découvert lorsque tu as perdu la vue, qui t'a énormément aidé dans ta rééducation. Et pour conclure cette émission, tu vas nous jouer les 2 dernières minutes du qanun. Juste avant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours? Et la Géoula, Shlom Israël, la paix dans notre peuple, qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte vraiment le shalom, la paix dans ce monde, et puis le retour à une valeur fondamentale. C'est cette Torah qui est extraordinaire, qui nous donne tellement de joie et de bonheur et de sérénité dans l'âme et dans le corps. N'ayez pas peur de l'aborder. Elle est gratuite. À toi, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années à venir? La santé et puis de continuer sur mon parcours et de pouvoir aider et encore aider tant que je peux tous les enfants qui ont besoin d'une aide. Et j'aimerais être toujours là pour apporter cette aide, si Dieu veut, et que Akadosh Baruch Hu me prête l'intelligence d'apporter le diagnostic précis et la santé pour
ce mérite que j'ai de traiter les enfants d'Israël. Eh ben, on te le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. On était vraiment super contents de t'avoir aujourd'hui ici dans les studios de Torah Box, les nouveaux studios que vous découvrez en même temps. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. On vous dit à très bientôt sur Torah Box. On finit cette émission avec Avraham qui va nous jouer du Kenoun. Merci à tous. À très bientôt.